on pousse finalement le questionnement pour qu'il nous détaille le plus finement possible ce qu'il vivait à ces moments-là. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 97, la voile olympique, communication dans une équipe, coordination des membres d'équipage, débriefing de performance et lexique technique avec Jacques Sory, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching, parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs pour plusieurs coachs et organisations sportives, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa en Ontario au Canada et ma contribution à des études dans le domaine du développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur de Temps d'arrêt, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami, comme ils disent en anglais, be a friend, tell a friend. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif et au développement de ton réseau en même temps. Pour l'épisode d'aujourd'hui, si tu évolues dans une équipe, si tu es un entraîneur dans un sport d'équipe ou que tu accompagnes des entraîneurs, la conversation va être pour toi. Parce que au début, on touche à la coordination d'une équipe de voiliers. Et ce n'est pas un milieu qu'on connaît nécessairement beaucoup, en tout cas du moins de mon côté, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut extrapoler de ça. Ensuite de ça, on parle de l'importance de l'apprentissage en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on vit des expériences et qu'on cherche à améliorer nos performances. À la fin, on touche aux particularités de la voile et de l'entretien d'autoconfrontation, qui est un outil qui vous permet de décupler ou d'extraire le maximum de valeur de ce que vous faites durant vos séances d'entraînement ou vos séances de coaching. Et j'ai adoré la conversation avec Jacques Sory parce que la quantité de points de réflexion qui nous est fournie va être bénéfique pour toutes les personnes qui sont reliées à une performance d'équipe et qui vont écouter cet épisode-là. Vous allez pouvoir vraiment le sentir où est-ce que Jacques nous fournit plein de petits points intéressants. Je vais faire un disclaimer, par exemple. À chaque épisode, je vérifie le input, c'est-à-dire la source audio de mes invités. Mais cette fois-ci, j'ai oublié de vérifier la mienne. Et ça veut dire que j'ai enregistré tout le long de l'épisode avec le son de ma caméra plutôt que le son de haute qualité qui vient de mon micro. Donc, je vous demande pardon. Je pense que ça va être quand même assez... ça va être convenable, probablement. Je suis pas mal sûr, en fait. Puis, avec la qualité du son du côté de Jacques et la qualité de ses réponses, je pense même pas que ça va être un problème. Donc, j'espère que ça va quand même être agréable et bénéfique pour chacun et chacune d'entre vous. Donc, mon invité, Jacques Sory, il est actuellement professeur émérite, c'est-à-dire retraité à l'Université de Nantes, fortement spécialisé en voile en tant que régassier et de ses expériences d'entraîneur et de formateur. Il a occupé plusieurs rôles dans la formation de cadres sportifs au sein du système français pour l'intervention auprès de sportifs de haut niveau en voile olympique. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il a collaboré avec les équipes de France de voile olympique pour la préparation des Jeux olympiques de Barcelone en 92, d'Atlanta en 96 et de Sydney en 2000. Il est au cours de cette période lauréat de l'agrégation d'EPS puis du BES 3e degré en voile. Jacques a en fait rejoint l'enseignement supérieur en 2000, ce qui l'a amené à être nommé professeur universitaire en 2009, puis professeur émérite en 2022. Au cours de ses 22 ans de carrière universitaire, il a assumé plusieurs fonctions, dont celle de directeur du laboratoire Motricité, Interaction, Performance de 2012 à 2016. Ses thèmes de recherche de prédilection et ses publications portent sur les dimensions collectives et interactives de l'enseignement, de l'apprentissage, de la performance et de l'entraînement sportif. Il a notamment étudié les modalités d'interaction coach-athlète, les modalités de coopération et de communication au sein d'équipages en aviron et en voile ou entre élèves dans des situations collectives d'apprentissage. Et juste ça, là, vous pouvez voir que ça me rejoint. Apprentissage social, apprentissage collectif, interaction coach-athlète, tout ça, là, ça me parle et vous allez voir comment est-ce que Jacques nous fournit plusieurs points de réflexion intéressants, comme je l'ai dit d'ailleurs plus tôt. Et finalement, Jacques est actuellement à nouveau engagé dans une collaboration de recherche avec la Fédération française de voile pour la préparation des Jeux olympiques de Paris en 2024 dans le cadre d'un projet qui vise à étudier et à optimiser les interactions entre les sportifs et leurs équipements
en particulier sur le niveau voilier volant, inscrit au programme des Jeux olympiques, dont on va parler abondamment dans la prochaine conversation que vous allez écouter. Là-dessus, tout le monde, merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt. J'espère que vous allez obtenir autant de points de réflexion que j'en ai obtenu moi-même lors de ma conversation avec Jacques. Et là-dessus, je vous souhaite tout le monde un bon podcast. L'approche qu'on a, qui est centrée sur l'expérience, qui est centrée sur le vécu, le vécu subjectif, on va dire, des athlètes et des entraîneurs. Et aussi, la deuxième chose, c'est finalement que c'est une démarche qui à la fois vise, et ça c'était finalement une des caractéristiques de tout le parcours de recherche que j'ai eu, vise vraiment à produire des connaissances, mais sans jamais lâcher l'objectif d'aider les praticiens, de produire des aides, de concevoir des aides à la performance ou des aides à l'entraînement. Puis ça, c'est tout à ton honneur parce que ça, je peux le sentir justement dans tes travaux, dans la conversation qu'on a eue la dernière fois aussi également. Comment est-ce que tu es toujours conscient un peu de faire quelque chose qui va être utile sur le terrain? Tu dis de concevoir des aides. Quand tu parles de concevoir des aides, qu'est-ce que tu veux dire par concevoir des aides? Tout dépend des problèmes qui sont posés. Hein. Quand il s'agit d'analyser les communications à bord de voiliers entre les membres de l'équipage, c'est éventuellement définir, à l'issue de l'analyse, définir des règles de communication, par exemple un lexique précis ou préciser le lexique qui est utilisé par les athlètes pour se communiquer entre eux leurs informations ou mettre en place une procédure de prise de décision tactique. Ça peut être aussi des règles plus générales de répartition des tâches ou des rôles à bord des bateaux. Donc voilà, c'est concevoir des aides. Alors là, dans ce cas-là, optimiser la performance collective au sein d'un équipage pour prendre des décisions tactiques qui soient comprises par les deux, qui soient bien réfléchies par les deux, qui soient bien intégrées par les deux. Ça peut être ce genre d'outils, quoi. Hein. Donc, à la fois analyser pour refléter les pratiques réelles des sportifs, et ensuite faire des suggestions, des recommandations sur comment s'organiser mieux, comment communiquer mieux, comment prendre de meilleures décisions. Puis c'est vraiment deux thèmes qui ressortent dans toute la préparation que j'ai faite pour justement la discussion. C'est vraiment deux thèmes qui ressortent. Je pense que le lexique, quand tu parles de ça, ça touche un peu à l'élément de culture technique, même si dans l'ouvrage que j'ai consulté en préparation, c'est davantage la culture technique dans le sens de innover en lien avec l'équipement ou l'évolution de l'équipement. Mais il y a aussi le côté de la coordination des membres d'équipage. Quand tu parles de communication, pour moi, ça parle de là. Mais avant d'aller dans tout ça, donc, un bienvenue officiel. Jacques, je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Merci de prendre du temps parce que je peux voir là, dans ta biographie, les conversations qu'on a eues, que clairement que c'est pas des projets qui manquent de ton côté. Mais quand tu me parlais de lexique puis de générer des règles, est-ce que tu en as une qui est justement proche à ton esprit que tu pourrais nous partager? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Puis je vais t'expliquer un peu ce que je veux dire par là. Ou ce que j'essaie de faire, c'est que en lisant justement les travaux, certains des travaux récents auxquels tu as participé, je me suis rendu compte que peut-être qu'on aurait avantage à rendre les choses plus explicites, justement au niveau des communications, au niveau de la coordination, dans votre cas, des membres d'équipage. Tu sais. C'est là un peu que je te demande un exemple, parce que j'ai l'impression que tu soutiens dans tous tes travaux, soit recherche ou plus pratique, quand tu parles de concevoir des aides, tu soutiens justement l'explicitation un peu de ces choses-là. Est-ce que je me trompe? Puis un exemple, je pense que ça nous aiderait à contextualiser les choses. Oui, alors, bon, c'est vrai que là, quand on rentre dans des exemples, on rentre dans la précision, du coup, de contexte très spécifique quand même, hein, parce que, alors, il faut aussi différencier les choses dans les publications, ce qui est diffusé en termes de publication, et notamment dans les dernières années, autour des pratiques de foil, de coordination sur les engins à foil, etc., sur les voiliers à foil, c'est plutôt des articles à visée scientifique. Hein, et c'est vrai que les aides et les interventions qui sont utiles aux entraîneurs et aux athlètes, la plupart du temps, elles sont pas publiées dans les articles, mais elles sont travailler et diffuser au sein des équipes, au sein des équipages avec lesquels on travaille spécifiquement. Et même dans certains cas, eux nous imposent une
confidentialité la plus importante. Actuellement, par exemple, on travaille avec les équipes de France de voile qui préparent les Jeux de Paris 2024. Beaucoup d'éléments des travaux qu'on fait avec eux, ils nous disent « Ah ben ça, on pourra le diffuser, mais qu'après les Jeux Olympiques, pas avant. » Bon, mais par contre, je peux donner un exemple sur les règles de communication. Je vais te prendre un exemple assez précis. Dans des 470, c'est un bateau olympique qui est toujours d'ailleurs au programme des Jeux Olympiques de Paris, et dans lequel les équipages sont deux. Il y a un barreur et un équipier. Le barreur, c'est celui qui dirige le bateau, qui a la barre, hein, qui pilote le bateau, et l'équipier, c'est celui qui, si je simplifie à l'extrême, règle les voiles, prend des informations aussi tactiques sur l'environnement, etc. Sur les adversaires, sur le vent, etc. Et au sein de ces équipages, les équipages les plus experts, ils se sont répartis les rôles d'une manière assez précise, puisqu'ils ont des tâches distinctes. Eux se sont répartis les rôles, et notamment dans la prise de décision tactique en régate, de telle manière à ce que, par exemple, ils se sont dit, sur tel bord, le bord de près, quand on remonte au vent, c'est l'équipier, puisque c'est lui qui a la plus grande disponibilité pour prendre des informations sur le plan d'eau, sur les adversaires, sur le vent. C'est l'équipier qui gère la tactique, et le barreur, lui, il gère principalement la vitesse du bateau. Donc en fait, ils se sont répartis les rôles d'une manière relativement, tranchée, en disant, il y en a un qui a la responsabilité de la tactique et l'autre qui a la responsabilité de la vitesse. Alors, sur le papier, c'est très bien, et la plupart du temps, quand les équipages fonctionnent de façon cohérente, de façon dans la plupart des situations, ça fonctionne très très bien. Et on s'est aperçu que dans des situations de régate qui étaient plus compliquées, où les choix de décision tactique n'étaient pas aussi évidents, où il pouvait y avoir des désaccords au sein de l'équipage, et donc ces désaccords amenaient le barreur, lui, à prendre des informations aussi pour contrôler l'activité de son équipier, prendre des informations pour savoir si son équipier lui donnait les bonnes informations ou si les décisions qu'il prenait pour l'équipage étaient les bonnes. Et donc, on a analysé des situations de quasi-concurrence à bord des bateaux entre des coéquipiers, c'est-à-dire que l'un et l'autre essayant de finalement pousser l'un et l'autre essayant d'influencer le partenaire pour aller dans une décision qu'ils avaient jugée la meilleure. Et c'était pas la même, évidemment. Eh bien, ça a amené à des dysfonctionnements à bord de ces bateaux, y compris dans des équipages de haut niveau. Et donc, on a retravaillé avec les entraîneurs et avec les athlètes pour dire, finalement, ces moments de ce qu'on a appelé des moments de concurrence ou de compétition à bord même de l'équipage, au sein même de l'équipage, c'est pas forcément des moments qu'il faut prendre comme des remises en question personnelles, des compétences de l'un, des compétences de l'autre, du fait que chacun n'assume pas bien son rôle, parce que finalement ça aboutissait à ça, mais c'est finalement l'indice que la décision à prendre, elle est plus difficile et il faut s'y mettre à deux. Et donc finalement, on a assoupli, si on peut dire, les rôles décisionnels, et on a créé une règle qui est la règle de, on a intitulé même plusieurs règles, hein, le droit d'exprimer son désaccord, même quand on vient sur les plates-bandes de l'autre. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec les décisions prises par l'autre, même si c'est sa responsabilité, eh bien, on peut venir les contester pour qu'il y ait vraiment une décision qui soit prise à deux. Hein. Le droit aussi on s'est aperçu que le fait d'attribuer les rôles d'une manière stricte, ça a amené chaque équipier à vouloir coûte que coûte afficher une certaine certitude dans la prise de décision, puisque c'était son rôle, et s'il n'est pas capable d'assumer son rôle, il y avait un sentiment un petit peu comme si on faisait preuve d'incompétence, on n'était pas capable d'assumer le rôle qui nous était assigné. Et en fait, on a instauré une règle, c'est le droit à l'indécision, le droit au doute.
C'est-à-dire au sein de l'équipage, c'est-à-dire dire ben non, là sincèrement je sais pas s'il faut plutôt virer de bord maintenant ou s'il faut plutôt continuer, je sais pas s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Le droit au sein des équipages de finalement signifier leurs doutes ou leurs incertitudes avec leurs coéquipiers, de manière à ce qu'ils viennent aussi l'aider et l'aider à résoudre un problème qui devient un problème collectif. Donc par exemple, voilà, je donne deux exemples particuliers, mais on a travaillé avec d'autres équipages sur d'autres thématiques. On parlait du lexique, alors là il faudrait rentrer dans le détail, mais sur le lexique, c'est sur le lexique de termes techniques. Hein, éviter de dire 3 fois de manière différente la même chose. Hein, Avant d'aller dans le lexique des termes techniques, je pense que ce que tu nous partages juste là, c'est quand même... j'ai le mot révélateur, mais je pense pas que c'est le bon mot pour ça, mais où est-ce que ma compréhension, c'est comme s'il fallait que ça soit quand même défini pour mettre des règles par défaut, mais il faut permettre une certaine latitude. Parce que, et là, quand dans ton commentaire tantôt, ça m'a fait penser à la loi de la puissance ou le power law, je ne suis pas sûr de la traduction officielle en français, mais où est-ce que, tu sais, dans certains systèmes, il faut quand même permettre à tout le monde de contribuer parce que c'est pas à cause que tu contribues souvent, c'est-à-dire, on prend l'exemple sur les médias sociaux ou dans les articles publiés, c'est pas à cause que, c'est pas le nombre de publications qui détermine la qualité et la valeur de chacune des contributions. Et si dans un duo, comme ce que tu parlais tout à l'heure, il y a une personne qui sent qu'elle peut pas contribuer, ben des fois, tu peux freiner ou empêcher la contribution qui va tout changer dans le parcours qui va peut-être mener justement jusqu'à la médaille d'or. Et donc, c'est comme si le droit au désaccord que tu exprimais tout à l'heure, ben ça permet justement à cette personne-là de dire, OK, non, mais OK, l'équipier prend la majorité des décisions tactiques, mais il faut quand même s'assurer que le barreur puisse contribuer parce qu'il y a peut-être une information que toi, tu ne vois pas. Et ça, je trouve ça juste riche en soi parce que on a tendance justement à, comme non, c'est sa responsabilité, on va lui, par chez nous, on dit turfer. Là, turfer, ça veut dire on lui donne, puis on s'en mêle pas du tout, là, tu sais. Oui, en fait c'est tout le contraire d'une délégation. Hein. On ne délègue pas la responsabilité à l'autre en lui disant voilà c'est ton problème, débrouille-toi. Mais on est une équipe, on est un équipage et une équipe d'experts aussi. C'est ça qui est très important, c'est que une équipe de personnes qui reconnaissent chacun la compétence de l'autre, a priori. Sinon, pour préparer les Jeux aux Olympiques ensemble, comme les équipages se forment, enfin, en tout cas en voile, en France, les équipages ne sont pas sélectionnés par un entraîneur ou un sélectionneur qui dit aux gens toi tu vas naviguer avec lui, toi tu vas naviguer avec lui. Donc en fait, c'est des équipages qui ont vraiment un projet ensemble de performance pour une Olympiade ou pour 2 Olympiades. Bon. Donc en fait, ils se sont choisis. Ils ont choisi de travailler ensemble, ils ont choisi d'être ensemble. Et en général, ils ont choisi en ayant la certitude que c'est le meilleur choix possible pour réaliser une performance collective. Voilà. Et donc, à partir de là, ce qui est important, c'est que il peut y avoir des crises de confiance et des doutes dans la fiabilité de son coéquipier. À des moments, le coéquipier peut être fatigué, il peut être un petit peu moins, ou il peut être préoccupé par des choses qui le rendent un petit peu moins performant de façon temporaire, etc. Donc en fait, il y a en permanence une sorte d'évaluation par chacun des partenaires de l'état de performance et la fiabilité de son coéquipier. Ça existe d'ailleurs dans toutes les équipes. Hein. On le voit même dans les équipes de sport collectif où les joueurs savent très bien quand un joueur en basket, quand un joueur est super en forme pour les tirs à 3 points, il y a des matchs où il va être très performant, puis il y a des matchs où il va être un peu moins performant, et les joueurs du coup vont peut-être être un peu plus réticents à lui passer le ballon dans certaines situations, etc. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des fluctuations dans l'état de forme et l'état de performance de chacun. Et il faut savoir que chacun est en permanence en train je dirais pas de contrôler, mais quand même, il y a une sorte de surveillance de l'état de performance de l'autre et des ajustements en fonction de ça. Et en relation avec ça, il peut y avoir des crises de confiance, c'est-à-dire que le barreur, il peut dire ah ben là l'équipier, ça fait 2 fois là, il passe à côté de décisions qu'on aurait dû prendre et qui sont très importantes et on a laissé passer le coche, ça va pas. Donc en fait, il peut lui
avoir le sentiment que l'équipier n'est pas super fiable. Et donc ça, il faut le gérer. Et ça arrive dans tous les équipages, y compris à haut niveau. Hein. C'est pas un signe c'est pas un signe disons d'un niveau de performance qui serait relativement faible ou qui serait lié à l'apprentissage. Non, ça existe. C'est des équipages qui ont été champions du monde, etc. Hein. C'est pas à cause qu'il y a une crise de confiance que justement on devrait changer le duo ou changer l'équipage. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, c'est-à-dire que je faisais en sorte, et dans le travail avec les athlètes et les entraîneurs, je faisais en sorte de dédramatiser ces situations et dire, en fait, ces situations, quand elles arrivent, c'est que le problème auquel vous avez à faire face, tous les deux, qui êtes très, très forts tous les deux dans votre domaine, eh bien, ce problème-là, il est tellement complexe qu'il y a peut-être différentes perspectives pour l'aborder, qu'il y a peut-être différents avis, qu'il n'y a pas forcément une solution optimale qui apparaît comme évidente. Voilà. Donc en fait, ces désaccords au sein du bateau ou éventuellement ces crises de confiance, elles sont, je les aborde avec les athlètes comme étant des phénomènes qui peuvent se produire et auxquels il faut se préparer et auxquels il faut bien sûr apprendre à s'adapter en très vite remettant un fonctionnement collectif qui est où on partage les décisions. Parce que quand on n'est pas d'accord, si on le dit, si on l'exprime et qu'on argumente et que finalement on prend une décision qui est forcément l'une qui est défendue par l'un ou qui est défendue par l'autre, ça donne pas du tout la même impression aux deux coéquipiers. Ça donne l'impression d'une décision qu'on a prise collectivement. Bon, ok, on n'était pas d'accord, on a échangé, et à la fin, on a pris une décision. Si c'était pas la bonne, on l'a pris collectivement. Si c'est un équipier qui prend tout seul la décision et que l'autre rumine dans son coin en disant on n'aurait jamais dû faire ça, ça crée des situations encore plus conflictuelles. Oui, parce que ça devient un peu comme un poison qui reste jusqu'après la performance, après la course, des fois peut-être pour 3, 4, 5, 6, 7 jours, justement. Puis ton commentaire, pour moi, devient très important dans le sens où est-ce qu'il faut aussi savoir à quel type de problème on fait affaire. C'est-à-dire que est-ce que c'est un problème simple ou un problème complexe? Probablement que pour les problèmes simples, on n'a pas besoin de consulter l'autre. On veut avoir quelque chose de prédéfini puis dire, OK, si telle situation arrive, on va prendre telle décision. Si telle situation arrive, on va prendre telle décision. Mais comme nous, l'exemple qu'on prend souvent, puis je parle de l'exemple avec Pierre Trudel puis Marc-André Chesneau, souvent ce qu'on va faire, on dit problème complexe, on parle de concevoir la planification annuelle puis la gérer, mais c'est quelque chose où est-ce qu'il faut intégrer plusieurs personnes, il y a plusieurs réponses possibles, il y a plusieurs solutions possibles, donc c'est pas juste simple, tu sais, comme, OK, on tourne un 25 cents puis on prend la décision. Puis ça, je pense que ça y renvoie à l'importance de définir, OK, tel type de décision, ben peut-être que c'est là qu'on veut particulièrement avoir le droit au désaccord ou consulter avec l'autre. Puis là, peut-être que tu veux renchérir là-dessus, mais un élément que je trouve intéressant, moi qui connais absolument rien à la voile, à part qu'un de mes cousins pratique la voile dans l'Ouest canadien, le choix du barreur, de l'équipier pour la prise de décision tactique. Je trouve ça particulièrement intéressant. Puis ma première question, ça serait, est-ce que c'est ça dans tous les équipages de voile? C'est toujours l'équipier, généralement, qui prend les décisions tactiques? Et puis, parce que je trouve qu'il y a des parallèles à faire avec plein d'autres sports. Où est-ce que, généralement, c'est la personne, je vais faire une analogie boiteuse là, pour ça, mais c'est la personne qui tient le gouvernail ou qui dirige le bateau dans les autres sports, souvent, qui va prendre les décisions tactiques. Je pense, exemple, au carrière, au football. Il y en a d'autres, par exemple, justement, si on pense au volleyball ou au basketball, le point guard, souvent, va prendre les décisions tactiques. Mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que ce soit l'équipier qui prenne les décisions tactiques. Alors, il faut préciser que ça, dans l'exemple que j'ai donné, c'est valable sur un type de bateau et que c'est aussi valable sur une certaine section de la régate, parce qu'il y a des parties de la régate où on remonte au vent, il y a des parties de la régate où on descend avec le vent. Enfin, nous, on appelle ça remonter et descendre. Pour des non-voileux, on navigue toujours à la surface de l'eau et donc c'est horizontal, hein, évidemment. Ouais. Et ce qu'on appelle remonter au vent, c'est aller dans une direction qui finalement permet de gagner vers le vent, face au vent. Et ensuite, descendre sous le vent, c'est aller dans une direction où on est plutôt poussé par le vent. Bon. Et donc,
Et donc, oui, ces décisions tactiques, le rôle de l'équipier, le rôle prépondérant de l'équipier dans les décisions tactiques, ça vaut dans tous les équipages qui naviguent sur ce bateau-là. Maintenant, en fonction des caractéristiques du bateau, et ça existe aussi sur d'autres bateaux, hein, en fonction des caractéristiques des bateaux, ça peut être un peu différent. Mais tout dépend finalement de comment dire, des tâches qu'ont à réaliser chacun des deux coéquipiers. Par exemple, sur certains catamarans, l'équipier a la charge de la grand voile et donc c'est lui qui est chargé de réguler en permanence la puissance de la grand voile. Et donc en fait c'est un rôle qui est extrêmement sollicitant d'un point de vue physique et d'un point de vue technique aussi, hein, parce qu'il faut s'ajuster en permanence aux variations du vent, aux vagues, etc. Et là, la décision, enfin la prise d'information et les choix de décision sont un peu plus partagés parce que les deux coéquipiers sont pas sollicités, enfin sont sollicités quand même de façon assez importante. Alors que dans le 470, l'exemple que je prenais tout à l'heure, au près, le barreur il est vraiment concentré sur la vitesse du bateau et l'équipier il est au trapèze. Au trapèze, ça veut dire qu'il est suspendu à un câble de trapèze à l'extérieur du bateau. Et donc, en étant à l'extérieur du bateau, il a un champ de vision beaucoup plus large sur la régate. Et donc, c'est lui qui est le plus disponible aussi pour prendre des informations sur le plan d'eau, sur le site, etc. Mais c'est vrai qu'en fonction des équipages, ça peut aussi, comment dire, un petit peu être modulé. Il peut y avoir des équipages qui ont des fonctionnements un petit peu plus équilibrés de ce point de vue-là, ou des équipages qui ont des fonctionnements où les rôles, mais j'ai jamais vu d'équipage où les rôles sont carrément inversés, hein. L'équipier, souvent, c'est lui qui prend les décisions auprès, quoi. Puis je pense que la contribution de l'exemple que tu as partagé, c'est principalement de dire peut-être que pour moi, comme je te disais tantôt, qui ne vient pas du milieu de la voile, je pense que dans la majorité des sports, on devrait peut-être se poser la question davantage. Ou est-ce qu'on assume que c'est la telle personne qui devrait prendre telle décision par le rôle qu'elle a dans le déploiement tactique? Mais en bout de ligne, je pense que l'élément que vous amenez de la voile, c'est de dire, OK, cette personne-là a accès à la majorité de l'information. Est-ce que c'est le cas dans mon sport? Puis sinon, ben, est-ce que ça ne devrait pas être une autre personne? Mais là, l'autre élément que tu as amené, c'est dans différentes sections de la régate, ben, peut-être justement qu'on devrait se poser davantage la question, peut-être que dans différents éléments ou différentes phases de jeu, ça ne devrait pas nécessairement être la même personne qui prend la décision, ou prend la décision, qui lead la charge, si on veut. Oui, oui, mais c'est très très dépendant. Alors voilà des contraintes qui sont liées aux spécificités de chaque bateau, hein, qui rendent plus ou moins disponible en fait chaque coéquipier pour la prise d'informations et pour l'analyse en fait de la situation tactique. Donc ça peut être dans certains cas un peu plus le barreur, dans d'autres cas un peu plus l'équipier. Et puis ça dépend aussi des conditions de vent et de mer, des conditions météorologiques. Parce que si par exemple on est dans des conditions de mer plate et de vent relativement réguliers, le barreur va être un peu plus disponible. Il va devoir être moins focalisé en termes d'attention sur le fonctionnement du bateau, la marche du bateau, parce que ça va être plus simple. Par contre, s'il y a des vagues et que le vent est irrégulier, il va devoir en permanence être hyper attentif au passage des vagues, au passage du bateau, et aux adaptations, aux variations du vent. Et donc ça va être un petit peu plus sollicitant pour lui au niveau attentionnel. Donc on dit, nous, que dans ces conditions-là, le barreur, il a la tête vraiment dans le bateau, et l'équipier, lui, c'est les yeux pour regarder les adversaires, le plan d'eau, le vent, etc., le parcours. Et que dans d'autres conditions, le barreur peut être un petit peu plus la tête hors du bateau aussi. Ouais. Puis je pense qu'une analogie comme ça va justement aider les gens à conceptualiser ou à s'approprier un peu qu'est-ce que vous essayez de faire ou c'est quoi l'intention derrière tout ça. Puis ce que tu m'amènes là-dedans, puis là, je vais juste retrouver la citation de quelques secondes, justement, en préparation. Tu sais, il y a une citation intéressante, puis sans retourner dans le détail de ça en tant que tel, il y a trois éléments qui étaient amenés, là, je me rappelle plus c'est dans quel des ouvrages, mais vous parlez de la processus de coordination extra-personnelle pour maintenir ou restaurer la stabilité du vol. 2, le processus de coordination intrapersonnelle pour maintenir ou restaurer la stabilité du vol.
Et 3, ce qui m'a accroché davantage, le processus de coordination interpersonnelle réflexif pour anticiper les événements environnementaux ou comprendre les événements passés. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le troisième? Là, je sais que je te balance ça, puis j'ai pris ça d'un endroit spécifique de tes contributions scientifiques. Peut-être que tu n'as pas ça à la mémoire. Là, je te demande de ne pas faire la même chose envers moi non plus envers mon article de 2018, par exemple. Mais je trouve que la coordination interpersonnelle réflexive, j'essaie de conceptualiser. J'aimerais peut-être que tu le décomposes ou qu'est-ce que toi tu entends par là, parce que, comme tu le sais bien, bon, ça fait la réflexion, la pratique réflexive, c'est une grande partie des travaux de mon superviseur de doctorat, Pierre Trudel. Ça a été le centre de plusieurs des grandes sections de mes manuscrits, de ma thèse de doctorat d'ailleurs. Donc, quand tu me parles de coordination interpersonnelle réflexive, comme ça m'évoque plein de choses, mais en même temps, je suis pas sûr de quoi qu'on parle non plus. Alors ça fait partie de travaux qui portaient plutôt sur comment les coéquipiers se coordonnent sur un voilier qui est un voilier nouveau, qui est un voilier à foil, nouvellement inscrit au programme des Jeux Olympiques de Tokyo, et puis ensuite il va à nouveau être à Paris avec des foils, avec un catamaran volant. C'est parce que l'avènement des foils, le fait qu'on ajoute ces systèmes qui permettent aux voiliers de voler, ça a rendu ces bateaux beaucoup plus instables et donc beaucoup plus sollicitants pour l'équipage en termes d'attention dans le pilotage du bateau. Et on s'est donc questionné sur comment l'équipage se coordonnait. Alors, ces trois niveaux de distinction, ces trois niveaux de coordination que tu as cités, voilà, on s'est rendu compte que une partie des régulations, elles étaient quasi automatiques et liées à l'interaction que chaque coéquipier avait avec le bateau. Ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aussi sur certains bateaux d'aviron, c'est-à-dire que les coéquipiers ne se coordonnent pas en se prenant en compte mutuellement, mais ils se coordonnent chacun avec le bateau, et c'est ça qu'ils sont ensemble. Donc le deuxième niveau la coordination interpersonnelle, c'est lorsque alors ça, le premier, c'était la coordination extrapersonnelle, c'est-à-dire que à la limite, les coéquipiers ne se regardent pas, peu importe s'ils discutent ou pas entre eux, mais ils s'ajustent corporellement au mouvement du bateau, qui intègre les mouvements de l'autre, évidemment. Voilà. Donc c'est un ajustement mutuel au mouvement du bateau. Et ça, on s'aperçoit que c'est un mode de régulation extrêmement important sur ces bateaux-là, parce qu'il faut aller très vite, il n'y a pas le temps de discuter, il n'y a pas le temps de réagir en disant toi, avance-toi, recule-toi, etc. Voilà. Le deuxième niveau, c'est justement quand il y a une coordination interpersonnelle, et où là, il y a une interaction directe entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, le barreur perçoit que son équipière ou son équipier recule, et à ce moment-là, il va se reculer lui aussi pour s'adapter à un passage de vague, ou bien il va demander à son coéquipier « est-ce que tu peux t'avancer ?» etc. Donc en fait, il va demander quelque chose, il va demander à son coéquipier de faire quelque chose, ou lui va s'adapter à ce que fait son coéquipier. Ça, c'est ce qu'on appelle des coordinations interpersonnelles. Et la coordination interpersonnelle réflexive, c'est lorsque l'enjeu n'est plus simplement de résoudre le problème posé par la situation, pour simplement faire marcher le bateau, mais de résoudre un problème qui s'est produit et qu'on veut dépasser dans l'avenir, c'est-à-dire là on est dans une phase quasiment d'apprentissage collectif où on est en train de se poser des questions sur est-ce qu'on est bien réglé, est-ce qu'on n'essayerait pas de régler le bateau différemment parce que peut-être que ça nous donnerait ça. Donc là on est dans une phase un peu plus d'analyse et on pourrait appeler ça une phase réflexive liée à une sorte de continuous improvement, un apprentissage permanent, un apprentissage collectif permanent, c'est-à-dire que finalement ce qu'on fait c'est pas idéal et il faut qu'on trouve une solution pour ajuster le bateau différemment ou bien se coordonner différemment, s'organiser différemment, voilà. Donc et alors si on l'appelle réflexif par opposition
au niveau précédent, c'est parce que c'est plutôt dans la distinction qu'on fait entre une activité dite pré-réflexive et une activité réflexive. Et l'activité pré-réflexive, c'est finalement l'activité de quelqu'un qui est engagé dans l'action sportive, qui est engagé dans la réalisation de sa performance, qui cherche à optimiser sa performance à l'instant. Et dans l'activité collective, ça l'amène, lui, à agir, alors soit pour s'ajuster au bateau, soit pour s'ajuster à son partenaire, mais je dirais que là, il est dans l'action visant à performer. Voilà. Et dans les échanges qu'on a appelé réflexifs dans cette là on n'est plus tout à fait dans l'action immédiate. Il ne s'agit pas de performer à l'instant T, mais de trouver des solutions pour performer dans les minutes qui viennent, voire dans les jours qui viennent, ou bien essayer d'expliquer les problèmes qu'on a eus juste avant, ou voilà. Donc on est plus dans quelque chose on est un peu plus distancié par rapport à la pratique à l'instant T, et on est en train de réfléchir sur des solutions alternatives ou sur des explications qui nous permettraient de trouver justement d'autres solutions. J'avais jamais entendu l'expression l'instant T. À partir de maintenant, je te la vole et je vais l'utiliser parce que ça l'aide à conceptualiser un peu ce que tu viens de dire puis plein de choses. Mais bon, si on a l'instant T, moi, ce que tu dis depuis tout à l'heure, je pense que c'est l'apprentissage en temps réel. Tu sais, quand tu parlais de continuous improvement, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre de ce qui se passe en ce moment pour planifier les prochaines minutes ou pour comprendre ce qui s'est passé il y a quelques instants. Puis ça, c'est tellement important dans plein de sports. Puis la voile, je pense que comme je te disais tout à l'heure, un peu, pour le peu que je comprends, la chose que je pense comprendre, c'est que tu pars, puis contrairement à un marathon, là, c'est le marathon de Boston, là, si je ne me trompe pas à l'instant, tu sais, comme un marathon, sensiblement, les conditions ne changent pas trop, ou comme tu connais un peu le parcours d'avance, puis ces choses-là. Mais en voile, bon, tu pars, ça ressemble à quelque chose, mais en dedans de 15 minutes, ça peut complètement changer, là, si j'ai bien compris, et puis dépendamment de qu'est-ce qui va se passer. Donc, l'apprentissage en temps réel devient très important. Puis ça me parle beaucoup parce que quand tu regardes justement les ouvrages militaires de leadership puis de performance, puis Dieu sait qu'en Amérique du Nord, on aime ça ressortir des exemples de l'armée et tout ça. Mais tu sais, l'apprentissage en temps réel, c'est un enjeu très important dans l'armée parce que c'est une question littéralement de vie ou de mort. Puis je pense qu'on met pas assez l'accent là-dessus. Mais là, moi, tu as renvoyé la question. Tu sais, bon, tu me parles de processus de coordination interpersonnelle réflexif en voulant principalement parler de comment est-ce qu'on interagit ensemble pour justement bien apprendre en temps réel. Là, ça, c'est ma vulgarisation à moi. Mais comment est-ce qu'on améliore ça? Parce que l'optimisation de ça, c'est le nerf de la guerre dans ton sport, c'est le nerf de la guerre littéralement à la guerre, mais il y a plein d'autres sports que je pense, mettons, basketball, en fait, je vais en nommer deux. Je pense à handball puis hockey en ce moment. Comment est-ce que c'est clé, là, cette coordination interpersonnelle-là, puis d'être capable de s'améliorer au fur et à mesure de la partie dans ces deux sports-là. Mais comment est-ce qu'on améliore ça selon ce que toi, tu as étudié puis ce que tu as vécu sur des points en pratiquant la voile? Alors, bah ça c'est vrai que moi j'ai pas d'expérience dans les sports collectifs avec qui ont des effectifs très importants. Quand on prend le handball, ils sont 7 dans l'équipe de ceux qui est sur le terrain. J'ai pas eu jusqu'à présent d'expérience avec des effectifs de joueurs dans des équipes qui soient très importants, puisque moi je me suis intéressé à des équipages souvent à deux, des équipages diadiques. Bon. Et là, pour répondre à ta question, je dirais que finalement, et ça va nous amener à la méthode de l'autoconfrontation, qui est une méthode au départ de recherche, mais les entretiens d'autoconfrontation conduits avec les athlètes pendant à l'issue plutôt des entraînements ou à l'issue des compétitions, sont des moyens extrêmement puissants pour permettre justement à l'équipage de, en permanence, progresser, se remettre en question, comprendre leur mode de fonctionnement et optimiser ce qui fonctionne, essayer de corriger ce qui fonctionne moins, etc. C'est un moyen extrêmement puissant pour ça, et eux considèrent, les athlètes avec lesquels on mène ces entretiens, considèrent que alors pas les entretiens en eux-mêmes, mais la synthèse qu'on fait, les points qu'on ressort et qu'on retravaille ensuite avec les entraîneurs et avec les athlètes, permettent de gagner un temps phénoménal de pratique. C'est-à-dire que eux, ils disent,
ça nous évite de faire des heures et des heures et des heures et des heures de navigation pour trouver finalement la même chose. Là, sur l'analyse de 2 heures de navigation, mais c'est comme si on avait navigué 10 heures parce qu'on a trouvé très vite des pistes, on a fait très vite des hypothèses, on a très vite trouvé des choses à tester sur l'eau et on savait le lendemain sur quels objectifs on allait se focaliser. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne moins bien? Enfin bref, on rentre dans une démarche vraiment de perfectionnement permanent et qui est alimentée, qui est même accélérée d'après les athlètes et d'après les entraîneurs par ce travail en autoconfrontation. Ça, pour moi, comme excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais c'est une question d'extraire la valeur maximale peut-être de la séance d'entraînement ou du temps que tu passes en entraînement. Tu sais, comme tu disais, de sauver 10 heures peut-être de navigation. Mais pour moi, ça devient un enjeu dans plein de contextes. Bon, puis je comprends, puis j'apprécie le fait que tu veux qu'on se limite à la voile, mais je veux pas mon cerveau, puis de par mon travail, pense à fait des liens à gauche puis à droite. Mais tu sais, dans des contextes où est-ce que l'encadrement de pratique est très structuré ou très limité, que ce soit une question de convention collective, que ce soit une question du réseau scolaire. Tu sais, des fois, ça devient un enjeu, là, où est-ce que, OK, ben, on a 3 heures d'entraînement, on a 5 heures d'entraînement, ben, comment est-ce qu'on peut faire le maximum? Puis là, allons même au-delà, justement, des conventions collectives, mais pensons, par exemple, à un entraîneur de ski alpin. Un entraîneur de ski alpin qui va descendre sur la quantité d'interventions comme elle est limitée, juste parce qu'à un moment donné, la quête fait une descente, il va remonter, mais je veux dire, ça devient difficile de faire 70 descentes dans une journée juste parce qu'il par la nature du sport, tu sais. Mais là, justement, bon, je voulais t'en parler, puis je l'avais déjà dit en pré-entretien, on s'en parle, j'en ai parlé aujourd'hui d'ailleurs. Bon, t'as amené justement les entretiens d'autoconfrontation. Puis je sais que tu es conscient, mettons, des travaux d'un de nos invités pour l'épisode 57 de Temps d'arrêt, qui était Alain Mouchet, qui lui a davantage discuté peut-être d'entretien d'explicitation. Puis toi, tu t'attends davantage à l'entretien d'auto-confrontation. Donc, c'est qu'est-ce qui la distingue peut-être justement de l'entretien d'explicitation, puis pourquoi tu utilises ça principalement? Alors, l'entretien d'explicitation, déjà, je vais essayer de pointer les éléments communs aux deux. Parce qu'en fait, ça fait partie, je trouve, de méthodes qui, tous les deux, avec des sous-bassements théoriques, mais dans lesquels je rentrerai pas là, c'est pas l'objet, mais avec des sous-bassements théoriques un petit peu différents, mais toutes les deux méthodes visent à amener les sportifs à expliciter des choses qui étaient, des éléments de leur expérience. Ça peut être des focalisations, des intentions, des connaissances qu'ils mobilisent, des perceptions qu'ils ont pendant leur activité. Donc vise des émotions aussi évidemment. Donc vise à faire expliciter des dimensions subjectives de leur expérience pratique rétrospectivement. C'est-à-dire c'est une expérience qui a été effectivement vécue, réellement vécue, et qu'on va essayer de décrire et de commenter rétrospectivement pour expliciter ce qui se passait pour nous dans ces moments-là. Ce qui est commun, c'est que, comme je viens de le dire, ça porte toujours sur des expériences vécues, ça porte pas sur des cas généraux, ça porte pas sur des exemples un peu typiques, ça porte sur des moments précis, des expériences vécues réellement par le sportif. Le deuxième élément, c'est que c'est des entretiens, deuxième élément commun, c'est que ce sont des entretiens où on va chercher, non pas comme on le fait classiquement dans des débriefings avec les sportifs, à essayer d'amener le coureur à expliquer pourquoi il faisait ça, pourquoi il n'a pas fait autre chose, pourquoi il a... donc là, on va chercher le coureur à simplement se remettre en situation, à revivre mentalement la situation. Alain Mouchet dirait se remettre en évocation mentale, en position d'évocation de l'expérience passée, pour finalement décrire ce qui se passe à ce moment-là. Donc en fait, l'enjeu, c'est de replacer la personne dans la situation qu'il a vécue il y a quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques semaines, parce que dans l'explicitation, on peut faire ça même avec un temps plus long. Et puis raconter ce qui se passe quand il agit et quand il réalise son action en situation. Voilà. Alors, ce qui va changer, alors bien sûr, il y a tout un ensemble il y a un mode de questionnement et de relance qui est extrêmement précis et qui va amener la personne à essayer de justement rester connecté à son vécu, à rester connecté à la situation, à rester vraiment à pas nous faire un cours. On veut pas qu'il nous fasse un cours
sur son sport. On veut pas qu'il nous sorte des explications toutes faites ou qu'il nous fasse une théorie de la voile ou je ne sais quoi. Non, on veut qu'il nous parle de ce qu'il vit, de ce qu'il fait, de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent. Voilà. La différence, c'est que dans un cas, dans l'entretien d'autoconfrontation, systématiquement, on le fait sur des traces de l'activité qui sont présentées aux sportifs. Alors nous, des traces de l'activité, le plus simple, c'est des vidéos. On l'a filmé préalablement, on a filmé la séance dont il nous parle, et maintenant, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est très facile. On met en place des caméras embarquées, soit les sportifs ont une caméra dans leur bateau qui les filme ou sur le casque, ils ont des micros, donc on entend ce qu'ils disent, on entend leurs réactions, on entend même leur respiration, ou on entend quand ils expriment quand ils expriment leur surprise à certains moments, ou quand ils expriment leur désappointement ou leur mécontentement parce que ça marche pas. Enfin, donc on entend tout ça, mais ça c'est des réactions spontanées qu'ils ont sur le moment. Mais ce sont des éléments très forts, très puissants pour remettre le sportif en situation, parce que lui aussi, quand il voit les vidéos en même temps que nous dans l'autoconfrontation, ça l'aide à se remettre dans la situation, à bien à se rappeler de la colère qu'il avait au moment où il a loupé une manœuvre, etc., etc. Et ça nous aide aussi, nous, à aller questionner sur des moments qu'il n'explicite pas de façon spontanée, mais on va lui dire, là, on entend ta respiration, comment tu te sentais, est-ce que tu te sentais fatigué, etc. Donc en fait, on pousse finalement le questionnement pour qu'il nous détaille le plus finement possible ce qu'il vivait à ces moments-là, au moment qu'on a choisi d'analyser. Voilà, donc ça se fait avec face à une vidéo, on confronte le sportif à la vidéo et on le questionne, voilà, sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il disait, sur ce qu'il pensait, ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là, ce qu'il ressentait, etc. Au fur et à mesure de ces moments, on appuie sur pause pour laisser à la personne le temps de développer. Des fois, c'est assez précis, donc on ne pourrait pas le laisser faire avec le défilement temporel normal. Donc on pose, on fait des retours en arrière, on avance, etc. Donc en fait, on décortique certains moments. Alors j'insiste aussi sur le fait que quand une séance d'entraînement dure 3 heures, on va pas on va pas faire 6 heures d'entretien avec les sportifs pour décortiquer toutes les minutes de l'entraînement. Non, on prend en considération des moments qui ont été des incidents critiques, des moments clés, des moments forts qu'eux ont vécu de manière particulièrement significative, soit parce qu'ils ressentaient justement un problème, des difficultés, qu'on veut travailler là-dessus, soit parce que, au contraire, c'était des moments où leur performance était optimale, où ils avaient le sentiment aussi d'aller très bien, de bien se coordonner, etc. Et on essaie de comprendre ce qui permet ces conditions-là, ce qui permet des moments de performance optimale à certains moments. Donc, autant les moments positifs que les moments négatifs. Et là, moi, te poser la question, est-ce que c'est autant les sportifs que l'entraîneur qui va choisir justement ces moments-là, ces incidents critiques-là qu'on va s'attarder, ou c'est simplement les sportifs parce qu'on veut que ce soit centré autour de eux? C'est souvent comment dire, alors les sportifs, c'est eux qui ont les clés vraiment pour trouver les moments les plus pertinents. Néanmoins, comme on travaille avec les entraîneurs, on discute souvent des moments clés avec aussi les entraîneurs et les athlètes. Il y a parfois un accord qui se fait entre les deux pour choisir les moments qui sont les plus importants. Et puis j'ajouterais que nous aussi, en tant que chercheurs et conseillers, consultants, etc., dans ces situations-là, on a aussi un point de vue parce que on fait des mesures de performance des bateaux, on fait des mesures de vitesse par exemple en continu, on a des GPS qui nous donnent les trajectoires des bateaux, etc. Donc on a des éléments mesurés, des éléments objectifs, on va dire, qui nous permettent de voir aussi un peu des accidents dans les courbes de vitesse, des moments où le bateau va beaucoup moins vite, et donc on peut nous être amené aussi à les questionner sur ces moments-là. Mais globalement, c'est quand même les sportifs qui ont la vision la plus pertinente des moments à analyser. Et parfois, ça nous est arrivé de passer totalement à côté avec une observation extérieure
de moments que eux ont vécu comme des moments extrêmement forts, extrêmement saillants, et qui pour nous étaient complètement banals à partir d'observations extérieures. Donc en fait, il se passait quelque chose pour les athlètes de très important dans le bateau. On serait passé complètement à côté si on n'avait pas fait cet entretien, si on leur avait pas demandé à quel moment sur quel moment particulièrement on va travailler. Mhm. Ben, intéressant. Puis ça revient un peu à ce que vous dites tout à l'heure, d'avoir une règle par défaut, que la règle par défaut, c'est justement la convention, quand tu parlais du droit au désaccord, ces choses-là. Ben, dans le fond, ce que je comprends, c'est que les athlètes ont le droit de choisir les incidents critiques sur lesquels ils veulent s'attarder parce que c'est très bénéfique. Mais l'entraîneur, c'est la règle par défaut, mais l'entraîneur a quand même son mot à dire potentiellement parce qu'on veut regarder quelque chose. Je trouve ça aussi intéressant quand tu amènes le côté du fait que vous êtes à l'extérieur de l'équipement de ce côté-là. Je pense que c'est très intéressant. Mais là, tu sais, un élément qui tu sais, quand tu parles d'être à l'extérieur de l'équipement, et puis une chose que je trouve intéressante, c'est quand même tu sais, dans un de vos un de tes manuscrits auxquels tu as publié, tu mentionnes où tu relates à quelque chose qui touche au fait d'explorer le concept de la sensibilité de l'équipement sportif. Être sensible à l'équipement. Puis il y a un commentaire qui est fait par rapport au fait que, ben tu sais, au soccer, là, au football, de ton côté de l'Atlantique, ben tu sais, l'équipement sportif, la surface de jeu, elle change pas grand-chose. Mais ça, c'est la première présupposition. Mais quand on pousse ça encore plus loin, il y a un petit commentaire qui est fait. Mais ça se peut que la surface de jeu se détériore au fur et à mesure, justement, de la partie. Ça, moi, je trouve ça intéressant parce que, justement, dans la dernière conversation avec Jean Côté, pour l'épisode 96, on parlait justement donc, de son modèle pour le développement de l'athlète. Puis il y a un élément de son modèle, justement, que c'est la surface de jeu puis de prendre en considération. Puis, qu'est-ce que tu veux dire un peu par la sensibilité de l'équipement sportif? Parce que comment est-ce qu'on amène, est-ce que c'est, on laisse les athlètes justement juste devenir sensibles à l'équipement sportif ou est-ce qu'on les amène, parce que là, je sais que c'est pas très clair comme question, mais moi, ça m'intéresse parce que, encore une fois, c'est un concept qui est amené dans un de tes travaux que je suis comme, hey, faut peut-être qu'on explore ça davantage justement avec les athlètes. Puis, par exemple, l'exemple typiquement nord-américaine, ben, le gardien de but. Comme il faut qu'il soit sensible à son but, parce qu'en bout de ligne, il est toujours en relation, puis son positionnement est toujours important par rapport à ça. Fait que, bref, je trouve que ça faisait un beau lien avec ce que Jean Côté avait mentionné dans le dernier épisode, mais de l'autre côté, comme est-ce que c'est quelque chose que vous développez intentionnellement parce que ça revient, puis là, j'avais pensé tout à l'heure quand tu avais parlé de processus de coordination extra-personnelle. Donc, c'est la coordination avec le bateau, mais c'est présent dans tous les sports, sauf que le degré de sensibilité est différent. Oui, alors moi je crois effectivement que ça peut être présent dans tous les sports, alors dans beaucoup d'autres sports encore, mais effectivement, et que dans certains sports, et c'est le cas de la voile, et aussi c'est le cas de la voile, parce que récemment il y a eu des transformations des bateaux qui les ont rendus encore plus sensibles, et encore plus sensibles à des équilibres extrêmement précaires, toujours menacés, etc. Euh, et donc ça rend certaines situations, comme là en l'occurrence la voile et la navigation sur des bateaux à foil, c'est comme si ça créait un effet de loupe sur ces phénomènes qui apparaissent un peu moins visibles dans d'autres situations, mais qui là sont absolument déterminants. Mais peut-être qu'ils existent, en effet, dans d'autres sports, mais d'une manière moins apparente ou moins évidente. Alors, équipement sensible. Nous, on a quand même essayé de faire une différence. Et, donc, c'est vrai que là, c'est les derniers articles qu'on a publiés sur justement l'adaptation et la coordination dans ce qu'on appelle un équipement sportif partagé. Hein. C'est vrai que là, les deux sont dans le même bateau, etc. Et donc, ils sont sensibles au mouvement de l'autre par les mouvements du bateau. Alors qu'un joueur de foot, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a aussi ça, parce que c'est vrai que la pelouse va se dégrader, par exemple, à mesure que les joueurs vont tomber, vont tacler, etc., etc. Mais globalement, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, l'interaction, elle est beaucoup plus... Elle est différée déjà. Hein, peut-être qu'on va
on va marcher dans le trou qu'a fait un autre joueur à un moment donné, et donc elle est différée, alors que sur un bateau, elle est immédiate et on le sent tout de suite. Quand un coéquipier bouge, l'autre le sent immédiatement, hein, il sent dans le mouvement du bateau. Voilà, donc c'est une question peut-être de degré, mais en effet, et aussi ce qu'on a mis en évidence avec la voile, c'est que, et ça c'est dans les autoconfrontations, ça ressortait énormément, c'est-à-dire que comment dire, les deux coéquipiers avaient, on pourrait dire, deux genres de préoccupations, ou plutôt deux pôles de préoccupations qui structurent leur activité. C'est soit laisser faire, accompagner, laisser vivre, entre guillemets, le bateau, soit essayer de le contrôler, de le contraindre, de bien le contrôler. C'est-à-dire que, grosso modo, tout se passait comme s'ils étaient en interaction avec un bateau qui, lui, avait sa propre vie aussi. C'est-à-dire qu'il interagit avec son environnement, et il y a des moments où les membres de l'équipage disent, bah là, on sent qu'il faut le laisser aller, il faut rien faire, il faut laisser faire, il faut laisser aller, voilà. Et donc, l'enjeu, c'est d'accompagner finalement la tendance ou le comportement du bateau. Et puis à d'autres moments, ils nous disent, ah ben là, je maîtrise pas, il faut resserrer les boulons, quoi, il faut recontrôler l'ensemble, il faut contraindre, bon. Et ils sont toujours dans un jeu subtil entre laisser vivre et contraindre. Et ça, c'est ce qu'on trouve aussi, par exemple, dans les interactions, dans d'autres recherches dans notre laboratoire. Il y a une doctorante, enfin une docteure maintenant, qui a travaillé sur les interactions entre les écuyers du Cadre Noir de Saumur. C'est une école d'élite de cavaliers et d'écuyers. Donc, en fait, ils interagissent avec des chevaux. Et ils leur font faire dans des situations de travail à la main, où ils les guident un peu comme dans des situations de dressage, ils leur font faire des sauts, des figures, etc. Et elle a trouvé la même problématique dans ces interactions avec des êtres vivants. Enfin, les chevaux sont des animaux qui ont leurs propres intentions, leurs propres motivations, leurs propres émotions, qui sont extrêmement sensibles eux-mêmes aux émotions de l'écuyer et à la situation. Donc en fait, il y a une analogie extrêmement forte qu'on a établie entre ces deux situations, et on s'est dit, mais le bateau, en fait, les coéquipiers se comportent comme si il avait une certaine vie, hein, comme si il avait une certaine tendance, il avait envie de faire des choses. Alors, c'est vrai que ça distingue, je trouve, cette situation-là et ces situations-là de situations dans lesquelles le matériel partagé ou l'environnement partagé est plus statique et en tout cas n'a pas de comportement propre, ou pas de comportement aussi déterminant, hein, et inattendu. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que bien que ce soit une mécanique, donc en fait, on pourrait tout expliquer mécaniquement, hein, avec les lois de l'hydrodynamique et de l'aérodynamique, on peut expliquer le fonctionnement d'un bateau. Les mécaniciens font ça. Ils expliquent le fonctionnement d'un bateau. Et bien, malgré ça, et malgré que ce soit complètement un système déterminé par des lois mécaniques, et ben malgré ça, les compétiteurs qui naviguent sur ces bateaux-là sont finalement peuvent être surpris par les comportements du bateau à tel moment, surpris par enfin, il y a de l'incertitude qui est extrêmement importante liée au comportement du bateau. Et pour moi, ce que tu dis là, ça revient à l'importance d'utiliser l'entretien d'autoconfrontation. Parce que ça va probablement augmenter ta sensibilité justement à l'équipement sportif. Dans le sens que, tu sais, pour avoir cette fine compréhension-là de comment le bateau va agir selon les lois hydrodynamiques et aérodynamiques, il faut que tu sois attentif aux petits détails dans l'environnement. Puis c'est pour ça que, comme quand tu le préfaces tout à l'heure, on parlait clairement d'encadrement, tu sais, d'entraînement de sportifs experts, d'entraîneurs experts jusqu'à certains points, du moins qui sont à un niveau élite, niveau de performance. Puis ça, pour moi, ça devient un élément clé. Puis là, une des affaires que je vais ramener par rapport à l'entretien de confrontation, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui entend ça puis qui est comme, ben, c'est juste comme une situation de vidéo normale? Parce qu'il y a plein d'entraîneurs à gauche et à droite qui vont faire du vidéo puis poser des questions à leurs athlètes puis les amener à se rappeler dans l'instant du moment ou à l'instant T, comme tu me parlais tout à l'heure. Mais moi, je me doute fortement que c'est un peu plus poussé que ça. Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces personnes qui sont comme, OK, entendent ça, puis c'est comme, ben non, mais c'est juste du vidéo normal?
Alors, oui, c'est enfin, en tout cas, c'est la réaction qu'on peut avoir quand on aborde ça d'une manière un petit peu, voilà, quand on voit ça la première fois, c'est un petit peu normal qu'on pense ça. Euh, Moi, l'expérience que j'ai avec les entraîneurs, par exemple, les entraîneurs, eux, les entraîneurs de voile qui font de la vidéo depuis très longtemps aussi, eux, ils ont bien compris que que ça n'était pas pareil que ce qu'ils faisaient lors d'un débriefing, etc. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'intéressent du coup à la méthodologie pour pouvoir éventuellement, à certains moments, faire aussi eux-mêmes, avec leurs athlètes, des entretiens qui se rapprochent des entretiens d'autoconfrontation. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ce qu'il y a de différent, c'est que, bon, la plupart du temps, dans les débriefings auxquels moi j'ai pu assister en voile, l'enjeu, c'est vraiment d'analyser et de trouver assez rapidement des explications, des solutions aux situations qu'on observe. Donc de faire des comparaisons, de dire ah là t'aurais pu faire ça, là on voit ta jambe là, t'es comme ça. Enfin, et d'ailleurs la plupart du temps, dans beaucoup de situations, l'entraîneur parle beaucoup et beaucoup plus que l'athlète. Non, tu me dis pas, ça arrive ça. Si, ça m'est arrivé même de voir des débriefings où les entraîneurs expliquaient aux athlètes ce qu'ils avaient fait à partir des vidéos, et les athlètes, finalement, au bout d'un moment, ils disaient plus rien, quoi. Hein. Ils écoutaient religieusement leur entraîneur, ils leur disaient oui, oui, c'est bien, je vais essayer demain de faire ce que tu me dis, voilà. Mais donc en fait, je caricature, hein, parce que c'est quand même pas tout le temps Mais comme puis, ça. pas besoin de t'excuser, les gens savent que moi, je pense que les caricatures nous aident juste à comprendre bien les phénomènes. Parce que des fois, en accentuant, tu sais, pensons à une caricature, quand tu accentues peut-être la grosseur du nez ou des choses comme ça, tu comprends un peu plus la personne. On s'entend, c'est une caricature, puis ça arrive à certains moments qu'il y a des entraîneurs qui parlent, comme ça arrive dans certains moments que les entraîneurs vont juste rien dire aussi, dépendamment de la personnalité, dépendamment de la Voilà. situation. On comprend ça, bien sûr. Alors c'est une première différence, c'est que déjà c'est des entretiens où d'ailleurs c'est comme ça qu'on les présente, où on met en suspens, on met entre parenthèses, on reporte toutes les comment dire, disons tous les intérêts pratiques immédiats. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pas trouver une meilleure solution. Ce qu'on veut d'abord, c'est comprendre ce qui se passe dans le bateau. C'est savoir ce qui s'est passé, ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très important, c'est qu'on considère que l'activité sportive, elle est très incarnée, c'est-à-dire qu'elle est aussi faite de sensations, des perceptions d'un appui plus fort sur le pied avant, sur le pied arrière, etc. Et on va jusque-là. On va jusque-là, c'est-à-dire dans la description des variations d'équilibre, par exemple la perception de l'équilibre du bateau. Ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par la tension du câble de trapèze, par les pressions sur les pieds, par la sensation d'être déséquilibré au niveau du bassin? Voilà, on va jusque dans la précision de l'acte corporel, si je veux dire, ou de l'acte physique, moteur, lié à la pratique. La deuxième différence, donc en fait, on fait abstraction, hein, on cherche pas une solution immédiate, voilà, on fait d'abord revivre. La deuxième différence, c'est que on essaye de déconstruire complètement le langage technique qui nous aide habituellement à analyser les situations, à parler aux athlètes. C'est-à-dire que les athlètes, eux, quand ils décrivent la situation, première tendance qu'ils ont, c'est de dire j'ai changé la trajectoire de mon bateau parce que j'ai pensé que la vague il valait mieux la prendre. Enfin, ils utilisent un langage technique qu'ils vont ils vont lofer, abattre, ils vont sentir le bateau qui gîte, je passe sur les termes spécifiques qu'ils peuvent utiliser. Et nous, on va plus loin. C'est-à-dire, grosso modo, on va leur demander quand tu sens que le bateau a une tendance à abattre, plus précisément, tu ressens ça comment? Est-ce que c'est dans les fesses que tu ressens ça, dans les réactions du bateau à la barre? C'est dans la sensation de barre que tu tiens? C'est dans la sensation, voilà. Donc en fait, on va lui faire déconstruire finalement provisoirement le langage technique qu'il utilise pour parler en termes de sensation, en termes d'intention précise, mais simple. Et on va décomposer ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez peu, c'est assez contre-intuitif pour un entraîneur.
parce que son job, c'est quand même d'utiliser précisément, et c'est ce qui fait sa compétence, comme celle des athlètes, ce langage technique. Là, on rentre un peu dans la déconstruction de ça, pour pouvoir y revenir après, hein, ça c'est pas un problème, ou pour pouvoir même différencier des notions techniques qui étaient au départ assimilées, mais on va dire, ah tiens, non, il y a deux façons de faire ça. Voilà, ça nous permet finalement de raffiner même les catégories du langage technique dans certains cas. L'autre élément, c'est que, par exemple, comment dire, la question du pourquoi tu fais ça, on essaye de l'éviter au maximum. Hein. C'est plutôt comment tu fais ça, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais. Bon. Donc, mais excuse-moi, mais pourquoi vous évitez la question du pourquoi, justement? Bon, ça vient d'ailleurs de... Ça, c'est une sorte de principe qui vient de l'explicitation auquel on s'inspire un petit peu. C'est l'idée que dès qu'on pose la question du pourquoi, ça incite en tout cas à rationaliser la réponse et à donner une explication. Alors que ce qu'on veut, c'est pas une explication, c'est une description de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a fait. Mais après, tout dépend de comment on interprète le pourquoi. Si dans pourquoi, enfin c'est les deux sens. Hein, en anglais, ça serait for what ou why. For what, c'est dans quelle intention tu fais ça. Et ça, c'est une question qui nous intéresse. Ouais. Mais why, c'est pourquoi tu fais ça plutôt qu'autre chose. Puis ça, pour moi, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais pour moi, c'est tellement un point important parce que trop souvent, puis là, je remonte justement à mes études en administration du sport, où est-ce qu'on parlait de l'étude de méthodologie d'étude de cas. Comment est-ce qu'on va étudier un cas, puis c'est quoi les étapes d'une bonne étude de cas pour arriver à générer une solution efficace, justement, pour une situation donnée. Mais trop souvent, on rentre dans le pourquoi, puis pas nécessairement le for what, mais les raisons explicatives, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis un des défauts, justement, puis ce que j'essaie de justement vraiment bien souligner en ce moment, c'est de dire, il y a une valeur à décrire la situation sans mettre de jugement en partant, puis sans trop aller dans les explications, puis essayer de générer la solution. Puis un des problèmes, justement, dans les séances vidéo, je trouve, quand je rentre dans une salle, puis il y a plusieurs entraîneurs, puis on regarde, c'est comme, OK, ah oui, c'est arrivé pour telle raison, c'est arrivé pour telle raison. Attends un peu, là. Ouais. Comme, temps d'arrêt, là, comme, tu sais, c'est pas juste une mauvaise blague, là, littéralement. Prenons un temps d'arrêt, puis justement, comme, posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes senti? Qu'est-ce qui vous préoccupait à ce moment-là? Pas nécessairement comme d'expliquer puis de trouver la solution tout de suite, parce que sinon, on retombe tout le temps dans les choses, puis on fait juste répéter nos pratiques de coaching sans généralement les mettre en question. Ah ben, voilà, je suis complètement d'accord avec ça. C'est exactement la même philosophie qu'on a dans les entretiens de confrontation, et même on leur propose, on leur dit voilà, vous allez voir, c'est du temps de gagner, mais dans un premier temps, on va mettre entre parenthèses finalement les intérêts pratiques immédiats, les intérêts d'optimisation immédiats. C'est-à-dire qu'on va faire une pause dans cette recherche-là. Vous allez voir, on va y arriver encore plus vite. Hein. Donc en fait, c'est... Alors aussi, pour répondre plus complètement à la question sur qu'est-ce qui change par rapport à un débriefing classique, c'est vrai que dans le dispositif qu'on utilise, bien que les entraîneurs soient intégrés dans la démarche, en général, alors on l'a fait exceptionnellement, mais en général, on ne souhaite pas que les entraîneurs assistent directement aux entretiens d'autoconfrontation. C'est-à-dire que les entraîneurs arrivent dans la boucle, mais dans un deuxième temps, et il faut que ces entretiens, en tout cas nous, on tient à ce que ça se passe comme ça pendant un moment, se passe avec une personne, entre guillemets, plus neutre par rapport à l'entraîneur, parce que l'entraîneur, il va avoir des a priori, ça fait peut-être un mois qu'il essaye de faire changer de comportement à son athlète, et là il va voir des trucs sur la vidéo, il va dire ouais, tu vois exactement ce que je voulais dire. Bon, donc en fait, et même s'il est là, et on arrive de temps en temps à ce que des entraîneurs insistent, l'athlète accepte, etc. Même si l'entraîneur est là et on lui dit ouais, mais tu restes derrière et tu dis rien et tu restes dans ton coin et tu n'interfères pas. Eh bien, on a fait l'expérience, et puis c'est bien connu, que le discours des athlètes, il est aussi adressé. C'est-à-dire le fait que l'entraîneur soit dans la salle, il y a des réponses à nos questions qu'il va faire, mais pour dire à l'entraîneur, enfin pour lancer des messages à l'entraîneur, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très important.
La deuxième chose, c'est que quand on travaille avec des équipages, eh ben, dans un premier temps, ça au début, ça surprend aussi les coéquipiers, mais dans un premier temps, on fait des entretiens individuels, c'est-à-dire sans la présence de l'autre. On part de l'idée, qui pour moi est essentielle, absolument indispensable dès qu'on analyse des activités collectives, on part de l'idée que même si c'est une équipe, un équipage, il y a une unité évidemment et une cohésion d'équipe et d'équipage, et ben lorsqu'on est engagé dans n'importe quelle action collective, chaque individu vit et interagit avec l'autre en étant dans son propre monde. C'est-à-dire, il a une interprétation de la situation qui est la sienne à ce moment-là, avec ses préoccupations, ses émotions, ses focalisations, etc., ses intentions. Et pour les deux, c'est la même chose. Et si on veut comprendre l'activité collective, il faut vraiment qu'on comprenne l'activité de chacun individuellement. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça aide à mieux comprendre comment les deux se comprennent ou ne se comprennent pas, rentrent en conflit, communiquent bien ou pas, etc. C'est-à-dire que alors que quand on fait des entretiens avec l'équipage ensemble, alors il peut y avoir des phénomènes de leadership, hein, s'il y en a un qui a un peu l'ascendant sur l'autre psychologiquement, ou l'autre ne va peut-être pas dire tout ce qu'il a envie de dire. Hein. Bon, ça, c'est des phénomènes qu'on connaît. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que finalement, ils vont chercher à utiliser une sorte de on. Nous, on cherche à faire ça, c'est-à-dire à trouver une sorte de modus vivendi sur ce qu'ils essayent de faire en équipage, et ils parlent plus d'eux. Ils parlent plus de ce que eux ressentent, de ce que eux perçoivent, de ce que comprennent pas dans l'activité de l'autre, etc. Mais ils parlent d'une sorte de on de l'équipe. Donc en fait, on a opté pour cette solution et elle est extrêmement importante parce que ça nous a permis parce que bien sûr après l'objectif c'est de mettre tout ça en commun et de confronter les uns et les autres à ce que chacun a dit, et ça nous a permis de mettre en évidence les phénomènes, les jeux d'influence par exemple dans la décision tactique que j'évoquais tout à l'heure, ça n'aurait pas émergé si on n'avait pas fait ça. Ouais. Parce que dire en présence de l'autre, ah ben non, mais là, en fait, j'avais l'impression qu'il me disait n'importe quoi, qu'il me donnait des informations qui étaient fausses ou qu'il se trompait dans la prise de décision, c'est pas si facile. Ouais. Alors qu'ils acceptaient de le faire individuellement et qu'ils acceptaient ensuite qu'on travaille ensemble sur ces questions-là avec les points de vue des deux. Donc ça, c'est ça me paraît être aussi assez différent de ce qui se fait dans la plupart des débriefings classiques. Tout à fait. Le niveau de détail et d'approfondissement, je dirais, qui est peut-être la meilleure façon de le dire, je pense qu'il est clairement différent des débriefings classiques, comme tu viens tout juste de le mentionner. Puis je pense que plus d'entraîneurs, puis moi, ce que j'espère que les entraîneurs retiennent en écoutant ça, justement, c'est à quel point, des fois, on n'a pas besoin de passer tout aux vidéos, mais qu'on devrait davantage s'attarder à certains incidents critiques, puis de bien confronter, puis à monter. Parce que si on fait ça, on va probablement avoir une amélioration de la performance parce qu'ils vont avoir une meilleure compréhension. Puis le terme que dans certains ouvrages scientifiques, justement, c'est le modèle mental partagé. Mais le modèle mental partagé va être davantage partagé, va être davantage congruent. Et ça, on sait que justement, c'est corrélé avec la performance sportive. Donc ça, c'est un enjeu primaire pour la majorité des entraîneurs. Complètement, oui. Et c'est typiquement le travail qui est fait au niveau donc de la précision, de la finesse. Alors dans le choix, la précision du choix des situations qu'on étudie, de la finesse ou du grain d'analyse de ces situations, et aussi justement le travail individuel d'abord pour aller vers le collectif. Ça me paraît des choses importantes. Et tu parles de modèles mentaux partagés, de référentiels communs, etc. Enfin, on peut utiliser aussi d'autres termes pour évoquer ces questions-là. Et ben, en fait, nous, ce travail-là individuellement, ça nous a permis de nous rendre compte que au sein d'un bateau, et alors que l'équipage communique d'une manière assez intensive quand même, hein, pendant la régate, ils échangent des informations. On peut pas passer par 4 chemins, là. Eh bien, au sein d'un bateau, il suffit que
pour des raisons, par exemple, la fatigue, une amorce un peu de conflit ou de tension un petit peu à bord, ça peut arriver, etc. Bon, et ben que pendant 30 secondes, l'équipage communique un peu moins pour qu'on constate d'un seul coup que les visions de la régate, on pourrait parler de conscience de la situation partagée, hein, de la régate, soient complètement différentes. C'est-à-dire que très vite, dès que le flux de la communication diminue ou devient moins intensif, eh ben, les athlètes, il y a un phénomène on pourrait appeler ça de désynchronisation cognitive, c'est-à-dire très vite, ils peuvent ne plus voir la même situation, ne plus comprendre la situation de la même façon, alors que lorsque le flux de la communication reste constant, reste intense, alors il y a une vision beaucoup plus partagée à la fois de la situation et une perception aussi de l'état de l'autre, de ses intentions, de ses focalisations, etc., beaucoup plus juste. Donc ça nous a permis de mettre en évidence ces choses-là, alors que, par exemple, dans la littérature sur la communication au sein des équipes, on explique que plus on va vers l'expertise et en général, plus on va vers l'expertise et plus on va vers des modes de communication implicites, et plus on va vers des modes de communication non verbaux, et ben pour le cas de la voile, les équipages experts, en fait, n'arrêtent pas de parler à bord des bateaux. Puis vois-tu, comme ça, on revient à ce qu'on disait tantôt par rapport à l'apprentissage en temps réel. Moi, j'ai l'impression que ça va aussi peut-être en lien avec le rythme d'évolution de la surface de jeu ou des conditions de jeu. Dans le sens qu'en voile, ça peut évoluer rapidement, ça peut changer à tout moment. C'est peut-être pas le même cas au soccer. Puis le point que je pense, c'est que le principe, en fait, que je retiens de ce que tu viens de mentionner, c'est que probablement que le flux de communication doit être adapté à la nature de ton sport. Et dans le cas de la voile, clairement que vu que ça évolue rapidement, il faut clairement qu'on se parle du début jusqu'à la fin. Ouais. Oui, mais c'est vrai que là, l'incertitude de la situation, l'urgence de la situation veut que pour rester sur la même longueur d'onde, il faut vraiment entretenir moi, ce que j'appelle cette synchronisation cognitive, hein, le fait qu'on reste sur la même longueur d'onde en permanence, alors que justement, ce partage est constamment menacé par plein d'événements et plein d'activités qu'on a. Bien sûr. Jacques, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on se parle. Je veux vraiment respecter ton temps. C'est très riche. Puis je pense que ce qui est vraiment intéressant de ce que tu nous as partagé aujourd'hui jusqu'à date, c'est vraiment la quantité d'éléments auxquels qu'on devrait peut-être porter davantage d'attention, mais surtout comme réfléchir dessus délibérément. Tu sais, je pense au lexique que tu parlais, les règles de communication. Je pense justement à ce qu'on parlait à l'entretien d'autoconfrontation, choisir les incidents critiques. On n'aura pas le temps de passer à travers toutes les questions éclairs parce que je veux bien respecter ça, mais j'en ai peut-être. Je vais commencer par une. Puis si on a le temps de se rendre à la deuxième, on ira à la deuxième. Les auditeurs et les auditrices savent que ma question de prédilection est déjà une que j'aime te poser le plus aux différents invités, c'est qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif d'ici 10 ans? Donc, on se reparle en 2033. Puis moi, je suis tout le temps curieux de me poser la question parce que je ne sais pas la réponse. Puis ça, c'est très sincère. Puis je suis curieux de savoir, comme, selon toi, là, t'as beaucoup d'expérience, t'as participé aux Jeux olympiques de 92, 96, 2000. T'es en mode préparation à haute vitesse pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif, peut-être, justement, pour les Jeux de Brisbane en 2032? Eh ben, d'abord, oui, c'est une question difficile, hein, parce que je dirais pour commencer, j'en sais rien, hein, vraiment, ce qui peut devenir un avantage compétitif. Après, c'est vrai que on peut se poser la question à différents niveaux. Par exemple, dans ma propre pratique professionnelle d'enseignant-chercheur, cette notion d'avantage compétitif, elle m'intéresse pas beaucoup. C'est-à-dire, je suis pas en compétition. Moi, je me situe pas en compétition. Donc, en fait, pour ma propre pratique, c'est pas quelque chose qui m'a intrigué de trouver des stratégies pour performer au niveau scientifique, au niveau alors que bon, ça existe, hein, la compétition scientifique, elle existe aussi. Et il y a cette problématique-là qui existe avec des gens qui font qui essayent d'avoir des CV scientifiques de 10 pages et un grand nombre de publications. Bon, mais par contre, dans le domaine sportif, c'est vrai,
même, moi je dirais que m'impressionne actuellement dans l'observation des coureurs qui arrivent à performer et à rester à haut niveau et à se maintenir à haut niveau dans les sports et dans le sport je connais le mieux. Euh, ben, je vais peut-être dire des banalités, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est l'adaptabilité, la flexibilité, la capacité à se renouveler et à développer des solutions techniques inédites alors que les personnes, elles s'entraînent depuis 10 ans et qu'elles ont entre guillemets automatisé énormément de routines techniques, et ben elles sont capables d'en sortir et de trouver des solutions encore nouvelles qui sont comment dire qui finalement qui n'avaient pas été encore donc en fait c'est l'inventivité ou la créativité technique qui moi me semble être permettre de donner un avantage compétitif, d'autant plus que dans le sport de la voile les choses évoluent. Alors c'est peut-être valable aussi dans d'autres sports. Hein. Je pense que c'est le cas, bien sûr, avec l'évolution des règles, l'évolution des qualités de préparation athlétique, Enfin, il y a plein de faits qui, quand on regarde un match de soccer d'aujourd'hui et d'il y a 50 ans, on voit plus du tout la même chose, quoi. Hein. C'est plus. Je pourrais pas te dire la différence. Je t'inquiète. Mais en voile, je dirais que finalement, j'ai l'impression que les meilleurs sportifs d'aujourd'hui pourraient presque passer sur n'importe quel bateau qui a des spécificités et en 6 mois être à un niveau très très élevé aussi. C'est-à-dire que ce qui m'impressionne le plus, c'est la polyvalence. Alors qu'on a tendance à croire que le sport de haut niveau, il faut se spécialiser, il faut être extrêmement. Ben là, c'est plutôt, je dirais, la polyvalence, la capacité des sportifs à s'adapter à des engins qui changent, qui évoluent techniquement, technologiquement. C'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes vitesses. Et voilà. Donc en fait, c'est flexibilité, adaptabilité, polyvalence. Voilà. Puis pour moi, ça, c'est pas des banalités parce que je trouve personnellement, comment est-ce que des fois, on essaye de s'attarder à quelque chose de très poussé, de très innovateur, mais que plus les choses changent, plus les choses restent pareilles jusqu'à un certain point. Dans le sens que, comme, si t'es capable de t'adapter, t'es capable de contrôler ton attention, t'es capable d'apprendre, là, je fais des liens avec ma propre réponse à cette question-là. Je pense que tu vas rester en situation d'avantage compétitif. Oui, la technologie va changer, oui, l'intelligence artificielle va arriver, mais ça revient à une question d'adaptabilité, d'apprentissage. Puis je pense que des fois, on est tellement attiré par la nouvelle chose sexy, qui est super sophistiquée, puis que quelqu'un essaie de pousser, puis on oublie les mœurs principales, les principes directeurs de base qui sont solides, puis qui sont là à travers les années. Puis ça, je pense que c'est important. Puis en fait, je pense pas que tu devrais diminuer la valeur de cette réponse-là ou la banaliser en disant que c'est une banalité, parce que je pense que c'est ça que c'est. Mais je pense que beaucoup d'athlètes l'ont compris. Par exemple, je vois les discussions que j'ai eues récemment avec certains athlètes qui ont été champions du monde, qui ont fait les Jeux Olympiques, etc., et qui me disent aujourd'hui, on est arrivé à comment dire à une valeur maximale de ce qu'on peut faire en termes de volume d'entraînement et de quantité d'entraînement, enfin même de charge physique d'entraînement. On est arrivé au maximum. Donc en fait là, si on peut gagner, c'est pas en augmentant encore le volume ou en étant capable, en faisant de la préparation physique pour être capable encore d'assurer des charges d'entraînement les plus importantes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est gagner en étant plus intelligent que les autres et en faisant plus qualitatif, en s'entraînant de façon plus qualitative que les autres. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'autoconfrontation, certains coureurs m'ont dit, mais là, on a gagné 10 heures de navigation avec, on a fait un entretien d'1 heure, mais ça nous a permis de gagner 10 heures de navigation. Et je pense que on revient à cette notion de continuous improvement, cette capacité de se remettre en question, de remettre en question des techniques qu'on a pourtant acquises difficilement et avec force de répétition, etc., mais d'être capable à un moment donné de se dire tiens, les autres font comme ça, peut-être que je pourrais essayer, tiens, je le sens mieux comme ça, peut-être que je pourrais optimiser cette solution-là, etc. Voilà, donc en fait, et puis cette notion de polyvalence, elle m'est apparue aussi récemment parce que c'est un phénomène récent en voile.
Auparavant, on parlait de filières. Alors, ceux qui font du bateau solitaire, ils faisaient que du solitaire depuis le début à la fin. Ceux qui font du double de bateau en équipage, ils ont que du double du début à la fin. Ceux qui font du catamaran, ils faisaient du catamaran du début à la fin. Et maintenant, ce que j'observe, c'est que des régatiers de très haut niveau passent d'un support à l'autre avec succès et changent et aiment bien changer et nous disent, mais le fait de changer, ça nous amène à apprendre d'autres choses qu'on arrive à transposer dans notre pratique principale. Et actuellement, le développement qu'on observe des petits supports à voile, les wingfoils, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais c'est des petites planches à voile qui volent sur l'eau. OK. Mais c'est hyper simple, c'est une voile qu'on tient à la main, donc il n'y a pas de mât, on tient une voile à la main et on est sur une sorte de planche de surf avec un hydrofoil dessous et arrivé à une certaine vitesse, la planche vole et ça permet de surfer les vagues, ça permet d'aller très vite. Bon. Et ben, y compris les coureurs de course au large qui font la tour du monde en solitaire, etc., tout le monde s'est mis à cette pratique-là. C'est-à-dire que, et eux disent, ça nous aide. Alors techniquement, c'est un apprentissage qui est vraiment très, très, très différent de leur pratique habituelle. Mais ils nous disent, ça nous aide à comprendre, en fait, et à bien sentir les sensations qu'on a sur des bateaux de 20 mètres qui volent aussi. Wow. Donc, en fait, je pense que la polyvalence, aujourd'hui, les coureurs passent d'un support à l'autre, changent de catégorie de bateau beaucoup plus facilement qu'avant, où on disait, bah non, si tu vas faire autre chose, tu vas pas t'entraîner sur ton support olympique, et donc c'est du temps perdu par rapport à la concurrence. Ouais. Super intéressant, Jacques. Merci beaucoup. Là-dessus, on est déjà rendu justement à la fin de notre conversation. Je vais te laisser le mot de la fin. Comment est-ce que les auditeurs, les auditrices peuvent te rejoindre? Et puis, est-ce que tu as quelque chose qui t'aimerait qu'ils retiennent justement là, de notre conversation? Alors, sur ce moi, sur ce que j'aimerais bien qu'ils retiennent, si on veut, c'est peut-être c'est peut-être le fait de privilégier une démarche d'enquête et une démarche de compréhension avant toute intervention, même si on a des certitudes sur le plan, je sais pas, des méthodes d'entraînement, si on a des certitudes sur le plan des techniques les plus efficaces, etc. Et je pense qu'il faut bien sûr que les entraîneurs aient à ces niveaux-là des quasi-certitudes, en tout cas des choses bien arrêtées. Il faut qu'ils aient une vision claire des objectifs à atteindre. Il faut qu'ils aient une vision claire des conditions d'efficacité de la technique dans leur sport. Ça, c'est évident. Par contre, il faut qu'ils soient, je pense, capables, et c'est un peu la philosophie du travail qu'on a, c'est-à-dire capable de se dire, peut-être que finalement, avec tout ce que je sais, avec toute mon expérience, eh ben, j'ai pas tout compris de lui, cet athlète-là, comment il fonctionnait. C'est-à-dire s'intéresser à la singularité de chaque athlète, s'intéresser à la singularité de chaque situation et essayer de comprendre ça. Donc, voilà, toutes les techniques qu'on mène en termes de méthodes de recherche et aussi d'intervention, l'autoconfrontation, etc., ça vise à d'abord enquêter avant d'intervenir. Et en plus, il y a un gain pour l'entraîneur parce que lui, ça lui donne éventuellement des solutions qu'il n'aurait pas envisagées sans avoir questionné cet athlète. Et j'avais, quand tu m'as envoyé là pour préparer l'entretien, tu finissais en disant est-ce que il y a une citation que tu aimerais bien. Vas-y, je t'empêche pas. Si tu veux en parler, je te l'impose pas. Mais si tu veux en parler, on va le prendre définitivement. Tout le monde va être content d'entendre. Non, mais parce que c'est en lien avec ce que je disais. Ouais. Et j'avais retenu parmi les citations que j'aime bien, en tout cas, il y en aurait pas qu'une, hein, mais bon, parmi les citations que j'aime bien, une citation de Paul Valéry, qui est Paul Valéry, qui est un philosophe, un poète du début du XXe siècle, et qui a eu des intuitions incroyables sur la manière dont on pensait, et qui a écrit dans des carnets
toutes sortes de pensées personnelles qu'il avait sur la manière dont on réfléchit, dont on pense, dont on crée. Bon. Et il écrit un livre d'aphorismes, des petites phrases toutes simples. Et lui, il dit « Un état bien dangereux, 2 points, croire, comprendre ». Eh bien, ça, je trouve que c'est assez important, c'est-à-dire que le coach ou l'entraîneur, il doit à la fois être suffisamment sûr de lui pour entraîner des athlètes avec la conviction que, bon, ok, il a de l'expérience, il a des connaissances, il sait par où il veut nous faire passer pour progresser, etc. Et c'est vrai que le coach, il doit afficher cette compétence. Voilà, il doit pas être, ça doit pas partir dans tous les sens. Non, je sais pas quoi faire. Bon, non, il faut qu'il affiche. Et en même temps, il faut que dans son fort intérieur, il se dise en permanence comment il fonctionne. Est-ce que peut-être un autre fonctionnement serait pas meilleur? Est-ce que voilà. Et donc ne pas surtout fermer la porte à d'autres visions, d'autres compréhensions possibles. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant comment est-ce qu'il faut toujours remettre en question, mais en même temps avoir assez de confiance pour être capable d'avancer et d'inspirer les gens un petit peu. Ou est-ce que, moi je dis tout le temps, il y a personne qui suit une personne qui est pas confiante. Comme si tu veux que les gens te suivent, il faut que tu sois confiant un petit peu dans ce que tu vas faire. Mais en même temps, il faut que tu aies l'humilité de toujours remettre ce que tu sais en question. Fait que c'est comme paradoxal jusqu'à un certain point. Mais de toute façon, je trouve que quand on avait travaillé sur les entraîneurs, on s'était dit au cœur de leur expérience, il y a une sorte de dualité entre doute et certitude, parce qu'il faut qu'ils affichent des certitudes pour entraîner les athlètes et afficher que l'athlète peut avoir confiance dans ce que tu lui dis, et il faut que toi t'affiches aussi cette confiance-là, et surtout à proximité des compétitions importantes, surtout dès que les enjeux deviennent très très forts, et là il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté en train de se poser trop de questions. Et puis en même temps, doute, parce que en permanence, les entraîneurs progressent, en permanence, ils remettent en question des choses qu'ils ont faites, ou bien ce qui était valable avec le même athlète l'année dernière, c'est peut-être plus valable cette année, parce que il y a eu un an, parce qu'il a eu un titre, parce que pour plein de raisons. Puis c'est drôle parce que la remise en question calculée, si on veut, et la recherche, c'est comme corrélé, si on veut, avec le niveau d'expertise jusqu'à un certain point et puis le niveau de performance, dans le sens que plus on arrive à un haut niveau, plus les gens ont du succès, généralement, c'est ça l'attitude que les gens adoptent principalement. Alors que des fois, quand que les gens regardent ces gens-là qui sont justement dans un statut, qui vont avoir ces performances, ils vont comme faire « Ah ben non, tu sais, comme ils ont les réponses, puis tout ça », mais alors que c'est le contraire, au contraire, ils sont tout le temps en train de chercher justement tout ça. Jacques, merci beaucoup. Il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu depuis le début, c'est comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Me rejoindre, c'est-à-dire? Ça peut être te contacter, si c'est ta préférence. Est-ce que c'est d'envoyer s'ils ont des questions sur tes travaux? Est-ce que c'est ResearchGate? Est-ce que c'est courriel? Est-ce que c'est les médias sociaux? Prends la plateforme, bien entendu, il n'y a aucune pression, prends la plateforme qui te convient. Non, oui, sur ResearchGate, il y a j'ai pas mal de mes travaux qui sont accessibles. Ils peuvent donc aussi me contacter. Beaucoup le font sur ResearchGate, et sinon par email aussi. Tu peux diffuser mon email pour si des gens veulent me contacter par email. Parfait. On mettra pas on va mettre ça dans la description de l'épisode. Puis je te promets, on fera pas comme avec Charles Leclerc. Je sais pas si t'es au courant, si t'es avec Charles Leclerc récemment. Son adresse a été publiée sur le web et les gens et les fans vont cogner à sa porte, arrête pas de sonner pour lui demander des choses. C'est pas ça que je te demandais de faire. On fera pas comme avec Charles Leclerc. On va juste mettre le courriel ou ResearchGate justement dans la description de l'épisode. Là, je doute que les gens viennent à Etel, dans le Morbihan, en Bretagne, pour frapper à ma porte. Mais... Ah, tu serais surpris. Là-dessus, merci beaucoup de ton temps. Je dis merci à tout le monde pour avoir été avec nous pour un autre épisode de Temps d'arrêt. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines.
C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.